Europe 1, nous n'avons toujours pas de gouvernement et la France, visiblement, tient le choc. Eric Nolot, qui est souvent un petit peu impatiente, pardon, il va falloir apprendre la patience. Je suis désolé. Mais quelle insolence, Louis de Ragnel. Il va falloir parler faire Eric preuve d'une Nolot, pas Louis de immense patience. Ragnel. Eric Nolot, s'il vous plaît, faites taire ce jeune Un peu insolent. de respect de l'autorité, c'est ça que vous voulez dire? Un peu de respect de vos aînés, simplement. On parle de l'inversion des valeurs. On parle de l'inversion des valeurs. Revenons aux valeurs fondamentales, le respect des aînés. Vous me devez ce respect. Et donc tout ça pour dire que nous allons devoir patienter encore un petit peu. Et il continue à intervenir le crachoir. Allez-y. Ça, c'est votre autorité qui est battue en bas. Oui, je vais soyez sévères. promulguer une loi. Non, mais alors, donc ça nous manque pas tellement. On n'est pas tellement impatients. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que rien n'a changé depuis le soir du second tour des législatives. Le temps s'est figé. Le temps s'est figé, absolument. Et d'ailleurs, même s'il sort de son chapeau, parce que là maintenant, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est un gouvernement technique. Il n'y a aucune combinaison qui est possible. Non, il n'y a aucune combinaison n'est possible. Quand il aura nommé un gouvernement technique, on sera dans une autre forme d'immobilisme, puisque aucune loi vraiment un peu importante ne pourra être votée, puis il y aura toujours l'épée de Damoclès. Voilà. Donc de toute façon, il va falloir... C'est là où on voit les vrais marins, quand la mer est calme. Quand il y a du vent, c'est simple. Louis de Ragnel, il peut faire des grandes déclarations. Mais là, jour après jour, quand il ne se passe rien, il n'y a pas de vent, la mer est étale, c'est là où on voit les grands journalistes. Préparez-vous, parce que ça va durer un an. Mais vous savez quoi? Je pense qu'Emmanuel Macron est très satisfait de cette situation. Bien sûr. Je crois. Réellement. Parce qu'il existe. Justement, parce qu'en réalité, il y avait d'autres possibilités de trouver une solution. Il veut pas. Il y avait une possibilité de trouver. Louis, je vais partir à l'Élysée. Mais partons à l'Élysée. Allons-y ensemble. Donc je vais demander à Thomas Bonnet, qui est sur place, s'il voit venir quelque chose à l'horizon. Thomas, alors, expliquez-nous. À l'Élysée, que se passe-t-il? Ce serait énorme. Oui, Laurence, le président de la République a ouvert ce mardi le deuxième cycle des consultations sans la France insoumise, sans le Rassemblement national ni Éric Ciotti. Le chef de l'État a notamment reçu les représentants du groupe Lyot à l'Assemblée nationale. Il s'est également entretenu avec des personnalités issues du camp présidentiel. L'idée, on l'a bien compris, après avoir écarté l'hypothèse Lucie Castès, est de mûrir sa réflexion avant la nomination d'un Premier ministre. Selon l'un des participants à ces consultations, le chef de l'État reconnaît lui-même qu'il doit prendre une décision rapidement pour répondre aux urgences du pays, notamment en matière budgétaire. Une décision qui va intervenir alors que le calendrier du chef de l'État est particulièrement chargé. Ce mercredi, il y aura la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques avant un déplacement prévu en fin de semaine en Serbie. Ce mercredi, le président de la République qui poursuivra d'ailleurs ses consultations. Il recevra les représentants de la droite à l'Élysée. Merci Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat. C'est vous qui avez la parole, Arnaud Benedetti. Pas Louis de Ragnel. Punime. Vous ne l'aviez pas demandé, mais vous... Non, mais écoutez, ne la prenez pas prenez-la que si vous êtes autorisé. Non, mais c'est une situation qui me paraît assez inextricable, en l'occurrence. C'est simple, hein, de toute façon. Aujourd'hui, vous n'avez pas de majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale. Ce qui était assez prévisible au soir du 7 juillet. Mais il aurait pu commencer ces consultations avant. Parce que je trouve qu'il a beaucoup tardé, en l'occurrence. Sous la 4e République, au moins, les présidents du Conseil, en général, quand ils se retrouvaient confrontés à cette situation, tout de suite, ils menaient ce qu'on appelait des missions exploratoires. Ils désignaient finalement un président du Conseil potentiel qui était en charge d'essayer de former une coalition. Alors ça marchait assez bien sous la 4e. En fait, ça marchait assez bien. C'est relatif, parce qu'il y avait une instabilité chronique qui était quand même considérable. Là, si vous voulez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? On voit bien. Il va essayer de casser le nouveau Front populaire. À mon avis, c'est quand même compliqué à ce stade, mais enfin, c'est son idée d'essayer d'exfiltrer quelques socialistes. Donc peut-être qu'il va nommer une personnalité issue de l'ancien Parti socialiste. On parle de M. Cazeneuve, on parle de M. Migaud, qui en plus aurait un profil un peu technopolitique, donc c'est pas inintéressant, notamment au moment où on doit discuter le budget. Et puis l'autre chose, il va essayer d'aller sur sa droite et de s'assurer que les LR auront une attitude bienveillante, au moins au début, pour voter le projet de loi de finances. Parce qu'il va quand même falloir voter un projet de loi de finances. À minima, il faut quand même payer les fonctionnaires. Et il faut surtout quand même répondre, il faut le rappeler quand même, à une procédure qui a été lancée par la Commission européenne pour déficit excessif. Donc, si vous voulez, en plus, quand vous combinez la fragilité institutionnelle et la le fragilité déficit économique, public, en général, ça ne rassure pas les créanciers, surtout quand ils sont à l'étranger. Donc, il va bien falloir qu'il agisse de ce côté. Après, il va peut-être essayer de puiser, vous savez, dans ce petit groupe charnière, centre-droit, centre-gauche, à l'Assemblée nationale, le groupe Lyot. Peut-être qu'il va essayer de s'assurer de la neutralité d'un certain nombre de ses parlementaires. Mais en tout état de cause, ça fait une majorité qui est une majorité qui n'est même pas une majorité. C'est un étiage parlementaire tellement relatif que je ne vois pas comment il peut
finalement s'inscrire dans la durée. Voilà. S'inscrire dans la durée, c'est ça le problème. Je vous passe les cris d'orfraie de la gauche. Je voudrais juste qu'on écoute les Français. Qu'est-ce qu'ils se pensent de la situation? Écoutez leur avis éclairé. J'essaie de suivre tous les jours, mais plus je suis, plus ça m'exaspère. Ça traîne trop là. Oui, ça semble très long. Je pense qu'il a joué, M. Macron a joué sur le temps avec les JO, qu'il y a des calculs derrière et qu'il n'a toujours pas trouvé la solution pour s'en sortir bien de sa part. On se croirait dans un autre monde. Pour moi, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que les gens ont voté, ils voulaient du changement, et ça traîne depuis des mois, et on ne comprend pas pourquoi. Pour l'instant, il y en a un, le Premier ministre, il est toujours là, même démissionnaire, il est là. Apparemment, il fait son boulot, voilà. Après, ils sont tous pareils. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. Vous savez, j'avais une grand-mère qui était très philosophe, qui disait que cochon-pigeon, tout est de la volaille. Donc, pour moi, c'est pareil. J'aime bien cette petite citation au cochon-pigeon, c'est toute la volaille, c'est ça? C'est tous les deux la volaille. Rachel, sur la situation Non, moi je trouve ça aussi intéressant. Il est président, on expérimente en fait cette constitution dans des endroits insoupçonnés, non mais pour de vrai, sur ce temps long, à l'heure où les réseaux sociaux, dans un rythme frénétique, d'instantanéité, etc. Je trouve que la politique de la lenteur, comme ça, est intéressante. Je le prends avec philosophie, vous avez remarqué. Vous avez raison, mais on fait beaucoup de philosophie. Voilà. Cette émission, Michel Onfray, s'il nous entend, va peut-être faire une réclamation. Il y a quand même quelque chose, moi, je voudrais rendre hommage quand même au talent politique du nouveau Front Populaire, parce qu'ils ont réussi quand même. Là, c'est un peu terminé. Vous les maintenant. ramenez alors qu'on n'en parlait pas. Oui, mais quand même. Non, mais là, c'est pour leur rendre hommage, qui m'arrive pas souvent. Reconnaissez-le. Ils ont réussi à bâtir tout un feuilleton à partir sur la base de Bill Vesey, à savoir qu'ils avaient remporté les élections, ce qui est faux. Moi, je trouve c'est énorme. Heureusement qu'ils étaient là, heureusement pour lui d'ailleurs, qu'ils étaient là pour animer un peu ce débat, parce que vous auriez déprimé encore plus. Exactement. Non, mais ça, je veux bien. Mais... Vous voyez, il y a quand même une révélation, c'est que on peut faire de la politique fiction, on peut bâtir tout un roman feuilleton à partir d'une base imaginaire. Moi, je retiens ça de cette période. Alors, ce qui est incroyablement intéressant, c'est que Emmanuel Macron laisse faire. Il aurait pu casser le récit. Il aurait pu ne pas recevoir Lucie Castel. Il n'avait aucune raison de la recevoir. Elle n'est pas élue, elle n'a pas de mandat, à part celui qu'elle s'est auto-désignée leader du nouveau Front Populaire. Ce qui est assez frappant quand même... Premier ministre imaginaire, disait Pascal Praud. Exactement. Ce qui est assez frappant dans cette histoire, c'est que globalement, tout ce qui est en train de se passer, Emmanuel Macron sait pertinemment que ça va se passer comme ça. Bah oui. Il n'aurait pas pu en être autrement. Emmanuel Macron consulte, mais globalement, ne lâche rien. Et en fait, il demande à chaque fois à ses interlocuteurs comment tu vois les choses. Est-ce que tu penses que tu peux former une majorité stable? À chaque fois, la réponse est non, ou alors ceux qui disent oui sont des menteurs. Emmanuel Macron le sait. Et donc, forcément, Emmanuel Macron a une idée derrière la tête. Et on voit bien qu'en réalité, l'idée ne se trouve absolument pas dans ses consultations. Et je pense que ce qu'il souhaite, c'est encore une fois le pourrissement, c'est-à-dire qu'il va recevoir tout le monde, il va dire bon bah vous voyez, le nouveau Front Populaire ne veut même plus venir aux consultations, j'ai tendu la main. Là, Emmanuel Macron dit à nouveau je tends la main, alors là, les bonnes volontés. Exactement, Louis. Les travaux continuent, la porte est ouverte, je reçois ceux qui veulent bien venir continuer à œuvrer pour à l'exception du nouveau Front Populaire, à l'exception du Rassemblement National et à l'exception quand même des soutiens d'Éric Ciotti. Il fait déjà plus de 200 députés déjà. Donc ça réduit un tout petit peu la liste des invités. Et donc moi je suis curieux quand même de savoir ce qu'Emmanuel Macron a en tête, parce qu'il a en tête, on sait qu'il a en tête un nom. On n'arrive pas à percer le mystère. Mais je vous le dirais, cher Laurent, si je l'avais. Mais ce qu'on voit bien, c'est que globalement, tout ça, c'est un peu du cirque et c'est de la comédie. C'est de l'utilisation de tout ce qui existe dans les structures de la République pour essayer de donner l'impression que lui cherche une solution au problème que lui-même a posé, quand même, parce qu'il demande aux autres de le sortir de la situation. Et en réalité... ce qu'ils demandent aux partis politiques, ces partis politiques ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Ils sont dans l'incapacité totale de le faire. Donc ça peut le maître des horloges. Il reste le oui, les horloges sont un peu déraillées. Non, parce que quand même, là où elles sont un peu déraillées, c'est que Emmanuel Macron voulait éviter à tout prix que ce télescope l'ouverture des Jeux paralympiques avec la crise politique. Et bien là, c'est la percussion en choc frontal. Déjà les Jeux Olympiques avant. Surtout ce théâtre d'ombre, c'est pour essayer de dissimuler l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a une seule solution, c'est la démission de M. Macron. C'est ça la seule solution. Vous êtes sur la ligne des filles. Mélenchoniste. Non, mais pas la destitution. Il dit, écoutez, vous voulez la destitution volontaire, c'est ça que vous voulez. La démission.
pas la destitution. Volontaire. Écoutez, c'est devenu ingouvernable. La seule manière, c'est de rendre la parole au peuple, mais pour de vrai. Là, il n'y aura pas de faux semblants. Pour l'instant, tout est gouvernable. Non, mais rien n'a changé. Si on veut vraiment sortir... Oui, mais à un moment, il va falloir... D'abord, le budget, ça va pas... Laurence Ferrari est très satisfaite de la situation. Non, mais je suis comme les Français. Ils se disent, bon, écoutez, là, ça fonctionne. Comme en Belgique, il n'y a pas de gouvernement. Oui, mais alors... Oui, mais attendez un peu, vous verrez, ce sera compliqué. Mais le budget, c'est déjà un gros problème, parce que s'il n'y a pas de budget, vous verrez que la France ne se gouverne pas toute seule. J'ai vu passer aujourd'hui une petite vidéo sur les réseaux sociaux, une archive. On est friand d'archives dans Punchline. C'est François Mitterrand, 1977. Assez intéressant, carte sur table. Il explique à quel point le président a toute latitude pour choisir son Premier ministre. C'est quelqu'un de gauche qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. Oui. D'autres choses. Voilà, c'est très intéressant ce que dit François Mitterrand à Alain Duhamel et au regretté Jean-Pierre Elkabbach. Il dit aucune obligation du président. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ce que nous prouve Emmanuel Macron. C'est très étonnant que ça soit en 77, parce que en fait, il aurait pu avoir une majorité de 78. Voilà. C'est 77 la veille de 78, voilà. En effet, et des élections législatives. Parce que on pensait que la gauche aurait pu avoir une majorité absolue. Et François Mitterrand dit, même en cas, donc, si je l'entends bien, même en cas de majorité absolue, il n'est pas obligé, il n'est pas tenu, le président de la République. C'est étonnant comme déclaration. Il n'est pas tenu de nommer au sein même de la majorité, disons, une personnalité issue du parti qui arrive en tête. C'est ce que dit François Mitterrand dans cet entretien avec Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Mais finalement, quand on regarde, qu'est-ce que disait le Nouveau Front Populaire ? En fait, le Nouveau Front Populaire avait un discours, une rhétorique différente, parce que le Nouveau Front Populaire disait il faut absolument que le président de la République nomme Madame Castet, parce que nous l'avons désignée comme étant notre Premier ministre potentiel, en l'occurrence. Mais le Nouveau Front Populaire ne disait pas allez, on va nommer quelqu'un dans le groupe parlementaire qui a le plus grand nombre de députés. C'est-à-dire les insoumis qui sont les plus importants ne disaient pas... Attention, on souhaite... D'ailleurs, ils se sont même, d'une certaine manière, sacrifiés pour la bonne cause, si je puis dire. Oui, mais enfin, c'est relatif. En l'occurrence, c'était relatif. Mais finalement, François Mitterrand avait une interprétation de la Constitution qui était une interprétation qui me paraît tout à fait, je veux dire, correcte au regard de ce que devait être la situation politique. C'est-à-dire qu'en effet, c'est la prérogative du président de la République. Mais le président de la République aussi... il ne peut pas faire sans majorité. Oui, mais... Et la difficulté, c'est que si vous voulez, le Nouveau Front Populaire s'est lancé dans cette bataille des élections législatives, sans être capable déjà, il faut s'en souvenir, parce qu'on oublie très vite les choses, déjà de désigner, lors de la bataille des élections législatives, lequel d'entre eux postulerait à Matignon. Puisque vous vous souvenez, il y avait des polémiques déjà entre eux. Oui. Alors qu'en 97, quand Lionel Jospin part à la bataille avec la gauche plurielle dit ça sera... Et on rappelle, Arnaud Benedetti, que nombre de ces députés du Nouveau Front Populaire ont été élus grâce aux voix des macronistes, qui se sont désistés en leur faveur. Et réciproquement. Et parfois de l'électorat LR. Voilà, ça recommence, je ne vais plus pouvoir parler. Rachel. Ça y est. Bah oui. Non, mais je trouve que voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant ce moment-là, par rapport à la Constitution, par rapport à cette archive que vous nous avez sortie. Parce qu'ensuite, lorsque Mitterrand est élu avec la cohabitation, etc., il a cette phrase, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, et on est dans ce moment-là. Louis, alors ? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours ? On a les Paralympiques. Je viens de vous expliquer, vous m'avez rayonné. Non, mais oui, mais vous m'avez coupé, vous m'avez interrompu. 6 septembre ou 8, c'est ça, la fin des Jeux Paralympiques ? Je crois que c'est jusqu'au 8 septembre. Politiquement, on garde les mêmes ministres démissionnaires. Ça, il peut y avoir une surprise. Bien sûr. Moi, je pense que... Enfin, je ne vois pas Emmanuel Macron nommer un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement avec des passations des pouvoirs qui surviennent pendant les Jeux Paralympiques. Je pense que même l'opinion publique lui en voudrait et lui dirait... Vous n'auriez pas osé, Monsieur le Président, faire ça pendant les Jeux Olympiques. Pendant les JO. Donc, il a quand même un sujet. C'est quand même le sujet du budget. Mais je suis d'accord avec vous, mais la question... Pour les lois de finances, ça ne se prépare pas comme ça. Et déjà qu'on est très en retard. Non, mais alors, il y a un texte qui est en préparation quand même. Bruno Le Maire... Oui, d'accord. Oui, mais ce sera peut-être pas Bruno Le Maire qui portera et défendra ce budget-là. Ils ont qu'à le transférer. Mais non, mais on rentre dans une période que, en fait, on n'a pas connu ça. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. Avec des ministres. Flipper les journalistes politiques. Comment ? Ça vous angoisse ? Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose. Alors c'est dramatique pour le pays, mais je reconnais que c'est intéressant parce que un ministre démissionnaire qui reste autant de temps, qui est prolongé, on a l'impression. Est-ce qu'ils sont payés d'ailleurs ? Parce que c'est la vraie question. Est-ce que tous ces ministres démissionnaires sont payés ? Ils touchent la paye ? Alors en théorie non, mais lorsqu'un ministre quitte le gouvernement ou alors un ministre devient démissionnaire, eh bien il est payé encore pendant 3 mois. Donc ils sont payés. Donc ils touchent encore leur salaire. D'accord. Pas ils touchent l'indemnité qui est prévu lorsqu'ils quittent leur fonction. Donc en ce moment même, ils sont encore payés. Donc ils ne s'énerveront pas avant 3 mois.
Au bout de 3 mois, ils vont s'énerver. Parce que là, comme ça, 3 mois. Après, il y a le chômage. C'est quand même bizarre d'avoir un ministre au chômage démissionnaire. Mais ça pourrait tout à fait se produire. Il y a des situations compliquées. Arnaud Benedetti, c'est la chienlit ou pas du tout? On est dans une situation qui, sous la Ve République, est tout à fait exceptionnelle. En l'occurrence, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que ça nous ramène 70 ans en arrière, au plus beau jour de la 4e République. Mais la 4e République, si vous voulez, il y avait des systèmes de coalition qui fonctionnaient, parce qu'ils ont fonctionné comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'on voyait sous la 4e République? Comment le pays était dirigé? Il était dirigé par l'administration. Il y a un livre très bien qui est fait par un politiste britannique, Philip Williams, qui a écrit un livre sur l'histoire de la vie politique sous la 4e République. Il montre très bien, il dit qui gouvernait le pays finalement. Il y avait des coalitions qui tombaient en général. Parfois, vous avez des gouvernements qui duraient 3 jours. Il y a des gens qui ont été ministres 3 jours et après, ils ont eu sur leur, sur leur carte de visite le titre de ministre à l'éternité. Mais c'était les préfets, beaucoup, parce qu'il y avait un corps préfectoral qui était très puissant à l'époque, qui, d'une certaine manière, faisait tourner le pays. Enfin, pas seulement les préfets. Mais vous ne trouvez pas que ça rien n'a changé? En réalité, c'est toujours l'administration qui dirige le pays. Non, mais on est sorti de la 4e République précisément pour éviter ça et redonner la place aux politiques. Et en fait, on est en train d'expliquer que le problème aujourd'hui, c'est le politique et qu'il faut revenir à la technique. Non, mais alors vous me direz, l'histoire se répète, c'est un éternel recommencement. Mais ce qui est terrible, c'est que je pense que la situation demande des vrais politiques qui pilotent les administrations et qui comprennent les aspirations du pays. Et globalement, ce qui est vrai, c'est qu'on semble se diriger vers des gouvernements qui ont assez peu de pouvoir, qui sont complètement tenus. Et les Français ont réclamé un changement. Et donc, il n'y aura pas de changement. Évidemment. Oui, mais par rapport à tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, qui demandent des décisions urgentes, elles ne surviendront pas. Non, rien. Le sujet de l'école, le sujet de la sécurité, rien ne se passera. La Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie. Pendant 1 an ou peut-être plus, peut-être 3. Rien ne se passera. Ça fait beaucoup, 3 ans. Allez, rendez-vous demain pour la suite des aventures politiques d'Emmanuel Macron.